Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est ravis de vous retrouver ici pour ce webinaire organisé par les éditions Maison des Langues. Et nous allons donc passer 30 minutes ensemble pour parler de la méthode Blockbuster et notamment du niveau terminal. Alors, avant de commencer, oui, juste quelques précisions. Donc, votre micro et votre caméra sont désactivés. Voilà, donc soyez rassurés, hein. On ne vous entend pas, on ne vous voit pas et voilà, c'est tout à fait normal. Alors, vous précisez aussi que ce webinaire est enregistré pour pouvoir ensuite être disponible en replay. Alors, rapidement aussi, je vais peut-être me présenter. Donc, je m'appelle Virginie Chrétien, je suis déléguée pédagogique aux éditions Maison des Langues. Certains d'ailleurs d'entre vous et certaines m'ont peut-être déjà rencontrée lors des présentations virtuelles que nous faisons moi-même et mon collègue Johan. Donc voilà, et puis aujourd'hui, on a beaucoup de chance puisque nous sommes avec Monsieur Frédéric Chotard, qui est directeur pédagogique de la collection Blockbuster et également IAIPR de l'Académie de Nantes. Donc c'est lui qui va nous présenter les points forts de la méthode. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Il se découpe en 2 temps, donc 10 à 15 minutes de présentation de Blockbuster Terminal par Frédéric Chotard et ensuite 10 à 15 minutes d'échange. Donc, c'est à ce moment-là que Frédéric répondra aux questions que vous nous aviez déjà posées via le formulaire qu'on vous avait envoyé. D'ailleurs, on vous remercie d'avoir participé et aussi de répondre donc aux questions que vous poserez directement aujourd'hui. Alors, à ce propos, comment faire pour poser les questions? Vous allez avoir en bas de votre écran, au centre, 3 fonctionnalités. Donc, il y a un premier bouton, vous voyez les 2 petites bulles, Q et R, comme son nom l'indique, c'est questions et réponses. Donc, c'est celui-là qu'il faudra utiliser pour poser vos questions. D'ailleurs, vous pouvez commencer à les poser dès maintenant, enfin dès le début de la présentation. Comme ça, mon collègue Johan Vigneault, qui est en back-office, et moi-même auront le temps de les récolter pour ensuite les transmettre à Frédéric. Alors, point important également par rapport à ces questions, on vous rappelle qu'il s'agit de questions d'ordre pédagogique. Voilà, donc exclusivement sur la méthode Blockbuster, tout ce qui est question par rapport à nos offres, à nos outils numériques. Pour cela, vraiment, on vous invite à prendre contact directement avec nous. Alors, un autre bouton que certains ont déjà commencé à utiliser, c'est le bouton « Converser ». Donc là, c'est pour le chat. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser pour vous saluer entre professeurs d'anglais. Et donc, il est ouvert en début et en fin de session. Ensuite, il sera fermé. Voilà, et puis s'il y a un problème technique surgit, c'est également là qu'on communiquera pour vous. Et le troisième bouton, vous le voyez, c'est le bouton « Lever la main ». Donc, cette fonctionnalité-là, on ne l'utilisera pas pour ce webinaire puisque, comme je l'ai indiqué, ce sera des questions à l'écrit via le bouton Q et R. Voilà, je pense avoir tout dit, n'avoir rien oublié. En ce qui me concerne, je vous retrouve tout à l'heure pour la partie questions-réponses. Et là, sans plus attendre, eh bien, je laisse la parole à Frédéric Chotard. Merci. C'est à moi. Merci beaucoup. Merci Virginie et merci à tous et à toutes d'être là, d'être présents pour cet échange. J'espère que vous m'entendez correctement. Et on va démarrer tout de suite avec donc cette présentation. Je vais tâcher de partager mon écran de façon à pouvoir vous montrer quelques petites diapos sur lesquelles je vais m'appuyer. Voilà, 3 points sur cette présentation pour vous présenter le tout nouveau manuel Blockbuster qui vient donc compléter la collection, qui vient enfin compléter la collection. Je dis enfin parce que je l'ai reçu moi-même dans mon courrier il y a quelques jours et j'étais tout excité parce que c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé avec beaucoup de gens depuis pas mal de temps et voir arriver la 3e et dernière pièce du puzzle et de compléter ainsi la collection Blockbuster, c'est un grand plaisir. Ça me permet tout de suite de rappeler que tout ce qu'on a fait pour ce manuel-là, comme pour les précédents, eh bien, ça a été fait avec et par des professeurs de lycée, comme vous certainement qui nous écoutez aujourd'hui. Des professeurs qui ont de vrais élèves, pas des élèves théoriques, de vrais élèves de tout type, de toute catégorie, de tout lieu. Et c'est cette grande mixité de nos auteurs qui me semble-t-il, a largement participé aussi à la versatilité
et à la qualité du manuel qu'on vous propose aujourd'hui. Alors, les 3 points sur lesquels je voudrais insister dans cette rapide présentation, c'est d'une part l'ancrage culturel sur lequel on s'est beaucoup basé pour créer les différentes unités du manuel. D'autre part, l'accessibilité de cette méthode. Et enfin, le travail spécifique de préparation au bac, puisqu'il s'agit ici d'un manuel pour les terminales. Donc, tout comme pour celui de première, évidemment, la question du bac est une question tout à fait centrale. Alors, on va commencer avec la présentation de l'ancrage culturel. C'est un axe donc particulièrement important de notre action. Vous savez qu'il y a 8 axes dans le programme. Pour tâcher d'illustrer ces 8 axes, nous sommes partis sur la présentation à différents degrés de 7 pays du monde anglophone. Bien entendu, les États-Unis et le Royaume-Uni se taillent toujours la part du lion. Il y a beaucoup de choses à dire, bien entendu, sur ces 2 pays. Mais nous avons essayé de ne pas oublier le reste de l'ère anglophone, avec notamment quelques incursions en Afrique du Sud, en Jamaïque, au Canada, en Australie et en Inde. Et puis, même lorsque nous sommes aux États-Unis ou au Royaume-Uni, on essaye de temps en temps de sortir un petit peu des sentiers battus. Je pense par exemple à une unité qui porte sur l'État de Hawaï aux États-Unis et les relations entre Hawaï et les États-Unis. Voilà, donc beaucoup de diversité géographique, beaucoup de diversité culturelle, ça c'est un point particulièrement important. Et alors, cette diversité culturelle elle est traitée à travers 18 unités. On a fait le choix de proposer beaucoup d'unités, pas non plus une quantité pléthorique pour qu'on ne se perde pas là-dedans et qu'on prenne vraiment le temps de travailler sérieusement ces unités. 18 donc qui vous sont proposées et vous verrez qu'un petit symbole là, que je fais apparaître sur le côté vous montre quelques unités qui sont dites compactes, des unités courtes, de façon à ce que vous puissiez traiter selon le temps dont vous disposez, selon le niveau des classes aussi auxquelles vous avez affaire, plutôt des unités de façon plus longue ou plutôt de façon plus courte. Il ne vous a pas échappé que dans la nouvelle donne de la réforme du lycée, il s'agit aujourd'hui d'essayer de traiter un nombre important d'axes en un temps d'enseignement qui n'a pas augmenté, d'où l'importance d'avoir à disposition des unités courtes. Alors, je n'ai pas le temps, là, maintenant, de vous montrer l'intégralité des contenus thématiques. On pourra bien sûr y revenir tout à l'heure dans la partie de questions. Simplement pour vous illustrer les 2 premières unités ici et vous montrer qu'à chaque fois, on présente un sujet, un thème autour d'une problématique, bien sûr, une problématique culturelle, une tâche finale, et puis nous avons systématiquement un film, une vidéo, enfin un support vidéo qui vient appuyer, renforcer, ou du moins qui vient ouvrir chacun de ces thèmes. Blockbuster, comme son nom l'indique, c'est un thème, le thème du cinéma est très très fort, et on va voir ça dans un instant. Donc voici très très rapidement, vous voyez dérouler les 8 axes tels que nous avons traités, soit avec 2 unités proposées, soit avec 3 unités, à chaque fois avec des films, des documentaires, des séries télé, etc. sur la page d'accueil. Voilà, j'arrive à la 18e et dernière unité. On termine sur l'Inde. Et cet ancrage culturel, il se révèle à travers tout un ensemble de supports que nous proposons. Bien sûr, des supports, je dirais, classiques pour certains, des supports écrits, des supports audio pour la compréhension orale seule, mais aussi des supports vidéo, des supports iconographiques. Ce qui me semble particulièrement important de souligner, c'est que dans Blockbuster, tout ce qui est sur les pages a été réfléchi pour permettre, sans forcément l'imposer, une exploitation pédagogique. Il n'y a pas d'illustrations qui sont là pour faire joli, pour mettre de la couleur ou pour mettre de l'ambiance. Si nous choisissons une illustration, eh bien, c'est que cette illustration fait sens. Elle est d'ailleurs systématiquement, il y a systématiquement une proposition d'exploitation qui est faite soit dans le manuel directement, soit dans le livre pédagogique à destination des professeurs qui l'accompagnent. Ça permet donc d'avoir une variété d'activités, une variété de supports, comme vous les voyez défiler ici. Deuxième point, l'accessibilité de la méthode. Ça, c'est un point auquel nous sommes extrêmement attachés depuis le début de l'histoire de Blockbuster. C'est d'avoir des contenus ambitieux sur le plan culturel, mais de faire en sorte que ces contenus ne soient pas inaccessibles, à plus d'un titre. Alors, quand je pense accessibilité, je vais beaucoup parler de l'accessibilité pour les élèves, mais je tiens à souligner que c'est aussi une accessibilité côté professeur. Je veux dire par là que
nous avons fait en sorte de proposer un discours qui soit clair, qui soit explicite, qu'il s'agisse du manuel de l'élève lui-même ou du livre pédagogique à destination du professeur. Chaque unité est structurée de façon aussi simple et claire que possible, avec systématiquement une double page d'ouverture qui vous met dans l'ambiance de la salle de cinéma, puisque, encore une fois, nous sommes dans le thème du cinéma, il est très central. Cette double page d'ouverture en elle-même vous propose déjà de nombreuses exploitations à partir de la vidéo, de la compréhension orale, et ça permet déjà donc de découvrir le thème. Ensuite, selon que vous soyez dans une unité longue ou une unité courte, vous avez soit 5, soit 3 pages de leçons avec tout un ensemble d'activités qui sont proposées. Puis une page qui est dédiée spécifiquement au lexique, parce que c'est une demande très très forte de beaucoup de professeurs et aussi de beaucoup d'élèves de mettre en avant le lexique et pas simplement par quelques petites tâches à droite ou à gauche, mais bien de faire un travail sur le lexique, un travail récapitulatif, mais aussi un travail d'exercice et d'activité autour du lexique et du vocabulaire. Ensuite, une page qui s'intéresse à la grammaire et à la phonologie. Alors, c'est indiqué sur cette diapo que c'est nouveau, non pas que la grammaire soit nouvelle dans la série de Blockbuster, mais ce qui est nouveau pour nous, c'est d'intégrer directement ces activités grammaticales et phonologiques au sein de chaque unité. On ne doit pas aller chercher, on n'est pas obligé d'aller chercher la grammaire ou la phono ou le lexique dans une autre partie du manuel, tout est intégré directement dans l'unité. Et puis, chaque unité se termine par une tâche finale qui est illustrée, qui est expliquée de façon à ce que les élèves voient bien comment mener à bien leur tâche et soient déjà mis en situation de s'imaginer, de se projeter dans la réalisation de cette page finale. Quelques éléments sur la page d'accueil, que j'ai déjà un petit peu évoqué. Vous voyez qu'on est dans un cadre culturel, toujours immédiatement une présentation de la tâche finale, cette fameuse vidéo qui est proposée. Vous voyez d'ailleurs qu'on est immergé, si j'ose dire, dans une salle de cinéma, de façon à garder ce fil rouge thématique, et quelques activités de démarrage sur le thème et sur le lexique pour toutes les pages d'ouverture. Une fois qu'on a passé cette page d'ouverture, voilà, on arrive sur les unités elles-mêmes. Alors voilà, la machine est allée un petit peu trop vite pour moi, mais ce n'est pas très grave. Je voulais simplement vous montrer quelques types d'activités pour insister sur le fait que nous avons travaillé beaucoup sur la qualité de la concision et de l'efficacité des consignes. La lecture des consignes, on le sait bien, que ce soit en classe de 6e ou en classe de terminale, c'est souvent une difficulté pour un bon nombre d'élèves. Donc là, nous avons vraiment beaucoup continué à travailler sur la clarté, la concision, l'efficacité des consignes, comme vous le voyez avec ce petit exemple qui vous est proposé ici. On va faire quelques autres zooms. Des rappels lexicaux, des rappels grammaticaux aussi au fil de l'unité et qui nous préparent à la page de travail sur la grammaire et sur le vocabulaire qui est intégré dans l'unité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis là, je voudrais m'arrêter un petit instant sur ce point qui est particulièrement important pour nous, c'est la logique de pédagogie différenciée. On le sait bien, vous le savez mieux que quiconque, vos élèves n'ont pas tous les mêmes compétences, n'ont pas tous les mêmes appétences et en tout cas n'ont certainement pas tous les mêmes niveaux de qualification dans la pratique de la langue. Pour autant, il faut bien qu'ils travaillent ensemble. Alors, nous avons quelques propositions ici qui sont dans l'ADN de Blockbuster. Un premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que les différentes activités que l'on demande sont la plupart du temps déjà différenciées par principe, ou du moins par nature. Je veux dire par là que nous essayons de faire en sorte de ne pas noyer les élèves sous des flots de questions extrêmement fermées qui n'attendent qu'un seul type de réponse, qu'un seul rythme de réponse, ce qui en soi est une façon de tuer la différenciation pédagogique avant même d'essayer de la mettre en place. Et puis, une fois qu'on a vu cela, il y a aussi des outils très concrets de pédagogie différenciée. Par exemple, proposer à des élèves de travailler sur un seul et même document, mais avec 2 fiches de travail distinctes. Ça, c'est une première possibilité qui est offerte. Une autre approche, c'est d'avoir là aussi un seul et même document, mais au lieu d'être sur 2 fiches distinctes, on a 2 approches différentes. On demande des choses différentes. On ne leur demande pas de faire la même chose à partir de ce même document. Certains
certains, par exemple, vont travailler sur des repérages, des prises de notes ou des concentrations sur tel ou tel élément d'une vidéo, pendant que d'autres travaillent sur d'autres éléments. Et puis ensuite, on se réunit et on met tout ça en commun. On a aussi des propositions qui permettent de travailler sur deux documents de même nature, mais deux documents différents, avec des activités bien sûr différentes. Par exemple, voilà, vous voyez sur votre écran deux textes autour du même thème. L'un et l'autre texte ne sont pas forcément de même longueur ou ne sont pas forcément de même difficulté. Vous avez les détails qui vous sont proposés dans le livret d'accompagnement pédagogique, bien entendu, et donc les questions, les activités qui sont proposées ne sont pas les mêmes pour les différents groupes. Je précise tout de suite que nous avons fait le choix de ne pas identifier le groupe A et le groupe B comme étant le groupe des forts et des faibles, ou le groupe facile ou le groupe difficile. C'est rarement comme ça que ça se détermine, et puis ça peut être un peu stigmatisant quand même pour les élèves. Donc, de temps en temps, les choses sont plus accessibles pour le groupe A, de temps en temps pour le groupe B, et c'est à vous de gérer cela avec vos élèves. Autre proposition, deux documents différents et deux activités différentes. C'est l'exemple que vous avez ici, avec une tâche qui propose à certains élèves de travailler sur une vidéo, et puis un autre groupe d'élèves qui va travailler sur un article de presse. Et vous avez la possibilité soit de laisser chaque groupe travailler ensemble, pardon, travailler chacun de son côté, puis ensuite partager, ou bien de laisser le groupe A travailler d'abord sur l'activité A, puis sur l'activité B, etc. Mais tout cela vous montre, j'espère, l'importance que revêt la pédagogie différenciée pour nous. Voilà, un dernier point sur le fait que de nombreux élèves sont de petits lecteurs, de mauvais lecteurs, on peut le dire comme on veut. Il y a bien entendu des élèves qui sont dyslexiques et qui ont des difficultés physiques, médicales, si je peux utiliser l'expression, d'accès au texte. Mais au-delà de ceux-là, qui sont heureusement rares, mais qui existent, il y a aussi beaucoup d'élèves qui ne sont pas à l'aise avec l'écrit, y compris en classe de terminale, et je pense que vous êtes quelques-uns à pouvoir en témoigner en classe. Donc nous avons essayé de travailler beaucoup là-dessus pour faire en sorte que le texte soit aussi accessible que possible. Je n'ai pas le temps de m'éterniser là-dessus, mais il y aurait beaucoup de détails à voir là-dessus. Des points sur le lexique que j'ai évoqués rapidement tout à l'heure. Ça, c'est la page spéciale lexique que vous voyez dans chaque unité. Et puis l'entraînement grammatical, là aussi, dans chaque unité, avec, j'insiste là-dessus, des exercices, des activités qui sont liées à l'unité, au thème de l'unité, et qui renvoient, si on en a besoin, au précis de grammaire, qui lui est à la fin du manuel, et qui propose, très important pour l'accessibilité, qui propose un discours explicite. On ne part pas du principe que tous les élèves maîtrisent absolument toute la terminologie de la grammaire. Au contraire, on essaye de prendre le temps d'expliquer, de réexpliquer des choses parfois les plus simples. Je dois avancer parce que je vois le temps qui avance très très rapidement, mais je voudrais quand même dire un mot du troisième et dernier point sur lequel je voulais insister, c'est la préparation au bac, alors qui se voit d'une certaine façon à travers la tâche finale. Vous voyez que chaque tâche finale est assortie d'une grille d'évaluation qui est bien entendu en relation très directe avec les grilles de bac que vous commencez à connaître. Alors, j'essaie d'avancer un peu rapidement là-dessus. Je n'ai pas de temps. Ce que je veux vous dire, pendant que la machine est en train d'avancer tranquillement, ce que je veux vous dire, c'est que nous avons proposé deux grands axes pour la préparation au bac. Pour la préparation, bien sûr, à cette troisième épreuve des E3C, celle qui va se dérouler en fin d'année de terminale. L'important pour nous, ça va être de faire en sorte que les élèves y soient régulièrement préparés, qu'ils aient très concrètement des activités qui soient de type bac, mais qu'ils aient aussi des guidages de façon à ce qu'ils puissent ne pas être simplement en train de traiter les sujets d'anal, mais qu'ils puissent de temps en temps aussi avoir des sujets sur lesquels ils auront donc un guidage extrêmement précis. Et ce sont ces deux éléments-là sur lesquels nous essayons de travailler. D'une part, avec des petites pastilles, comme vous le voyez à l'écran en ce moment, qui renvoient vers des préparations du bac au sein des unités, puisqu'il y a un certain nombre d'activités qui sont vraiment des activités type bac, et elles sont identifiées par le petit logo que vous voyez ici, soit à l'écrit, soit à l'oral. Et là, je parle bien des unités elles-mêmes. Pour chaque axe, les grandes idées sont reprises également sous forme d'une carte mentale illustrée, ce qui permet aux élèves de se rappeler de tout ce qu'on a pu travailler sur tel ou tel sujet. Ça les aidera en particulier pour l'oral du bac.
Et puis, vous trouverez un sujet guidé pour chaque axe du programme, donc en tout 8 sujets guidés. Et quand je dis un sujet, c'est un sujet complet, c'est-à-dire un sujet avec l'ensemble des épreuves telles qu'elles sont proposées à travers les E3C numéro 3 de la compréhension orale, de la compréhension écrite, de l'expression écrite et aussi de l'expression orale. Pour ce guidage, eh bien, vous allez pouvoir voir, j'espère si j'arrive à vous le montrer, je suis allé peut-être un petit peu trop vite, donc je pense qu'on devrait s'en débrouiller, les fiches méthodologiques. Ça, c'est en fin de manuel. Voilà pour cet ensemble de fiches méthodologiques. Et puis, dans le livre du professeur, parce que là, il s'agit de ne pas dévoiler trop tôt les choses pour les élèves si on veut leur proposer des véritables sujets de bac en évaluation en cours d'année, eh bien, il y a 18 sujets type bac, en plus des sujets guidés dont j'ai déjà parlé, qui se trouvent dans le livre du professeur. Voilà, j'ai un tout petit peu dépassé le temps que m'avaient accordé mes collègues Virginie et Joanne, mais j'ai dit, je crois, dans les grandes lignes, le plus important de ce que je voulais vous dire. Je vais rendre la parole à Virginie. Je crois que c'est elle qui peut prendre la suite de façon à pouvoir éventuellement répondre à quelques questions. Oui, alors je pense que vous m'entendez et vous allez bientôt voir mon image. Hop, ça va arriver. Bon, en tout cas, On vous entend, Virginie, on vous entend. Voilà, je vais continuer du coup. Alors déjà, merci beaucoup Frédéric pour cette présentation bien claire et instructive. Alors, on va passer du coup aux questions-réponses. Alors, je lis tout de suite, on a fait une sélection des questions puisqu'on ne va peut-être pas pouvoir toutes les poser, mais sachez que nous prendrons vraiment le temps de vous répondre par email ou si possible d'ici la fin du webinaire. Donc voilà. Alors, une première question, Frédéric. Comment pouvons-nous intégrer les cartes mentales du manuel à nos cours d'anglais et quelle stratégie mettre en place pour mener l'élève à l'appropriation de ce vocabulaire? Est-ce que voilà, vous pouvez nous éclairer sur ce point? Très bien. Alors, je crois qu'il y a deux questions là-dedans. Il y en a une qui est un peu plus ciblée sur les cartes mentales elles-mêmes, comment faire en sorte que les élèves s'approprient ces cartes mentales. Et puis, la deuxième question porte sur l'appropriation du vocabulaire. J'avoue qu'une question portant sur l'appropriation du vocabulaire, c'est un très gros morceau qui mériterait une journée entière de formation. Donc, j'aurais sans doute du mal à aborder vraiment cet axe-là de front. En ce qui concerne les cartes mentales, j'en ai une là sous les yeux pour illustrer mon propos. Je pense qu'elles ont quelques mérites et elles ont aussi quelques limites. Les mérites, c'est de permettre de rassembler en un seul lieu, dans le manuel, les mots-clés, les idées fortes que l'on aura travaillées à travers une unité. Ça n'a l'air de rien, mais pour des élèves qui ont parfois du mal à assembler tout ce qu'ils travaillent en cours, qui ont tendance un peu à saucissonner comme ça les différentes étapes de la leçon qu'ils ont apprises avec vous, c'est bien à un moment d'avoir quelque chose qui unifie tout ce lexique, qui unifie toutes les idées sur lesquelles on a travaillé, soit à travers une seule et même unité, soit aussi à travers 2 ou 3 unités autour d'un seul et même axe. Et ce sont les deux types de cartes mentales que l'on propose. Donc voilà, le premier intérêt, évidemment, c'est de mettre tout ça en un seul lieu. Le deuxième intérêt, c'est aussi de le rendre visuellement plus accessible. Il y a une différence importante, évidemment, pour tout un chacun, entre une liste alphabétique, par exemple, ou une liste qui va être une liste plutôt thématique, et ça va permettre d'avoir une meilleure mémorisation, une meilleure appréhension aussi des différents enjeux lexicaux ou thématiques qui se proposent. Maintenant, il y a aussi une limite, c'est que être spectateur passif d'une carte mentale, mais je le pense sincèrement, n'est pas d'une grande utilité. Je pense que c'est plutôt une indication de ce qui est une bonne méthodologie de synthèse et d'acquisition d'idées, de thèmes, de lexique, etc. Pour dire les choses autrement, ce que je voudrais beaucoup, ce dont je rêverais, c'est que les élèves voyant les cartes mentales se disent « Tiens, ça c'est une méthode qui me plaît bien et il faudrait que je m'en empare et que je me mette peut-être à faire mes propres cartes mentales. » En effet, les cartes mentales que nous avons faites, c'est celles qui correspondent à une sorte d'exploitation idéale de l'unité du manuel.
si on avait fait tous les documents, si on avait fait l'intégralité de l'unité, si on avait fait les 2 ou 3 unités pour chaque axe, sans doute accéderait-on à ce type de carte mentale. Mais dans la vraie vie, nous le savons très bien, vous le savez très bien, vous prenez une partie souvent de ce qui est proposé dans tel ou tel manuel. Vous allez prendre ce qu'on propose peut-être sur 2 ou 3 unités, puis peut-être que vous allez rebondir sur l'actualité, aller saisir un article de presse ailleurs, ne pas avoir le temps de tout faire. Enfin bon. Par conséquent, la carte mentale idéale telle que nous l'avons conçue ne correspondra pas à ce qui a vraiment été fait en cours. Et c'est ça qui est fondamental, c'est de faire en sorte que ces cartes mentales deviennent un guidage pour que les élèves puissent s'en emparer, le réinterpréter, l'imiter, en 2 mots, de façon à ce que ça devienne leur outil de travail plutôt que quelque chose qu'on consulte passivement. Voilà, j'espère avoir à peu près répondu à cette question. Tout à fait, hein, merci, hein, on a bien compris. Hein, en fait, vraiment l'avantage que présentent ces cartes mentales, hein, pour bien mémoriser, hein, visuellement. Tout à fait. Alors, une deuxième question, Frédéric. Comment le manuel prépare-t-il les élèves à l'oral du bac? C'est l'année de la terminale. Oui, oui, c'est vrai que là j'ai parlé un petit peu, j'ai dû aller vite Tout forcément à fait, à cause du format auquel on est contraint ici. bien sûr. J'ai évoqué les prépa bac telles qu'elles sont proposées ici. Simplement pour revenir sur le fait que lorsque nous proposons un sujet de bac, et nous en proposons, vous l'avez compris, beaucoup, qu'il s'agisse des 18 sujets, je dirais, type bac, des vrais sujets bac qui sont dans le livre du professeur, ou qu'il s'agisse des sujets guidés qui sont dans le livre de l'élève, à chaque fois, quand on dit un sujet, on pense à l'intégralité des sous-épreuves, y compris la sous-épreuve qui consiste à avoir de la compréhension orale et celle qui consiste à avoir de l'expression orale. Donc, nous avons préparé autant à l'épreuve d'expression orale devant l'examinateur qu'à l'épreuve d'expression écrite, par exemple. Les 2 choses sont tout autant travaillées. Et puis, j'ajouterai un autre élément, c'est que il y a beaucoup d'oral en fait qui est proposé à travers toutes les activités dans toutes les unités du manuel. Et j'en veux pour preuve la quantité de tâches finales qui sont proposées à l'oral. Sur les 18 unités que nous proposons donc 18 tâches finales. Et de mémoire, je crois que c'est 11 tâches qui sont dédiées à la pratique de l'oral, soit de l'oral en continu, soit de l'oral en interaction. Donc, une quantité importante de tâches finales qui sont dédiées à la pratique de l'oral et qui, je pense, je l'espère, aident les élèves à se préparer à cet oral si particulier du bac. Très bien, merci, hein, d'être revenu un peu plus dans le détail par rapport à cette partie sur le bac oral. Alors, on a une autre question qui rejoint un petit peu celle-là, mais qui est plus par rapport à la phonétique. Comment aborder la phonétique et le vocabulaire d'un document audio avant ou après une compréhension orale? Comment cela est traité dans Blockbuster? Voilà. Oui, oui, là aussi, c'est un sujet. Je suis toujours un petit peu impressionné de devoir répondre à une question aussi immense juste en quelques phrases. C'est un sujet passionnant. Donc, je ne peux pas répondre à la question de comment traiter la phonologie, mais peut-être de ce que nous avons proposé dans Blockbuster. Dans Blockbuster, tout à fait. Nous proposons en tout cas beaucoup je dirais, de supports et d'outils pour pratiquer cette phonologie. D'abord parce que dans chacune des unités, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a cette page de lexique de grammaire, pardon, la page les 2 en fait. Il y a la page de lexique dans laquelle systématiquement nous proposons une mise en valeur et une présentation de l'élément de prononciation. Systématiquement, par exemple, lorsqu'un mot nouveau apparaît, on a une mise en caractère gras, une mise en valeur de la syllabe accentuée. On a aussi à chaque fois que nous avons le sentiment qu'un mot peut être mal prononcé par un francophone, et bien nous essayons de rajouter la transcription phonétique. Pour ça, c'est à travers tout le manuel. Mais lorsqu'on se retrouve dans les pages spécifiques de grammaire, là, il y a des activités plus spécifiquement dédiées à la phonologie, avec des activités d'écoute, et aussi de répétition qui vous sont proposées dans chacune des unités. Donc, vous allez retrouver ça 18 fois à travers le manuel. Et puis, vous trouverez aussi un enregistrement, là aussi systématique, de toutes les petites boîtes de vocabulaire, ce qui vous permet non seulement de permettre aux élèves de les lire, ce qui est déjà bien, mais surtout, et peut-être davantage encore, de les entendre et de les répéter. Et je ne saurais trop vous conseiller de pratiquer de la répétition, de faire pratiquer de la répétition d'après modèle en classe, répétition de mots bien entendu, mais aussi répétition de phrases, comme nous le proposons dans les activités de phonologie, qui sont dans chacune des pages
grammar and sound, donc sur la grammaire et la phono. Tout à fait, hein. Exactement. On travaille bien aussi la phonologie et l'oral. Alors, une autre question. Je me permets, pardon Virginie, je me permets juste un tout petit mot. Lorsque Oui. j'ai parlé de la grande diversité culturelle tout à l'heure et de la diversité géographique également, ça veut dire qu'à travers le manuel, nous nous sommes attachés à proposer aussi des modèles phonologiques très variés, très divers, masculins, féminins, américains, britanniques, jamaïcains. Les élèves ont énormément d'occasions, que ce soit sur une blockbuster terminale, première ou seconde, d'entendre beaucoup d'anglais. Et de façon de parler, de prononcer l'anglais. Voilà. Complètement. Je parenthèse et je vous laisse. Complètement. Oui, c'était important de le signaler. Et aussi, ça me vient à l'esprit, il y a sur notre plateforme Espace Langue, le cahier interactif qui permet aussi à l'élève de s'entraîner sur des compréhensions orales, compréhension de l'écrit aussi, sur des points de grammaire et de vocabulaire. Donc ça aussi, vous pouvez l'utiliser. Une autre question cette fois par rapport du coup au nombre de séquences et sur comment organiser ces séquences. Alors maintenant que justement ce nouveau programme est en place, combien de documents combien de documents traiter pour faire ces 6 axes? Je pense ici notamment que c'est plus par rapport du coup, à la longueur des unités. Hein. C'est ce que nous proposons. Hein. Je vois. Alors, c'est très, très difficile de donner une seule réponse, une réponse univoque, parce que beaucoup de choses dépendent du type de séquence que l'on fait, dépendent du rythme de la classe à laquelle on est confronté. On ne va pas faire la même chose et avancer au même rythme avec 35 élèves ou avec 22. Enfin, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte que c'est vraiment impossible de donner un nombre de documents, par exemple, pour une séquence. Ça, c'est vraiment, je suis tout à fait incapable de vous dire ça. Ce qui est certain, c'est que si on ne travaille qu'un seul document, ou bien 2 documents, mais qui d'une certaine façon tiennent le même discours, on aura du mal à véritablement problématiser un thème pour la séquence, et on aura du mal à aider les élèves à voir les différents points de tension, de difficulté ou des questions qui se posent autour d'un thème. Donc, je dirais que l'important, c'est au moins de proposer 2 points de vue différents sur le thème, ou différents ou disons complémentaires sur le thème qui nous intéresse. Maintenant, est-ce qu'il faut avoir 5 documents, 6 documents ou 10 documents pour une séquence? Je n'aurais certainement pas la prétention d'avoir une réponse à cette question-là. Je pense qu'aucun professeur ne peut le dire. Je me permettrai juste de préciser une chose, et là je le dis plutôt en tant qu'IPR que directeur de collection, c'est que les textes ne nous disent pas qu'il faut travailler 6 axes dans l'année. Les textes nous disent qu'il faut travailler au moins 6 axes dans l'année, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait partir du principe qu'on va travailler les 8 axes, mais qu'on va travailler les 8 axes pour certains de façon très répétitive, mais avec des petites choses, avec des brèves séquences, certaines séquences qui peuvent tout juste durer 1 semaine et qu'on va reprendre 2 mois après et encore 3 mois après, de façon à avoir 1, 2, 3 éclairages sur ce même axe. Et finalement, ça n'aura pris que 3 semaines dans l'année. Ce n'est pas impossible. Alors qu'on pourra choisir à un autre moment de consacrer davantage de temps sur un axe qu'on va creuser plus en longueur, plus en profondeur, sur un temps un petit peu plus long. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut plus être aujourd'hui dans le nouveau bac, dans les nouveaux programmes de lycée, on ne peut plus être dans une logique d'autrefois sur laquelle on pouvait passer 3 mois parfois sur une seule et même séquence. Je ne pense pas que c'était de toute façon une très très bonne idée à l'époque. Enfin, ça c'est une autre question. Là, on ne peut plus vraiment faire ça, sinon ce sera vraiment impossible de traiter 6 axes au cours de l'année de terminale. Voilà, donc on incite plutôt, on aide les professeurs, je crois, avec ce manuel-là, à pouvoir faire des choix, de rester sur certaines unités courtes, sur certaines leçons courtes, et le fait d'avoir la moitié de nos unités sur les 18 qui sont courtes, c'est-à-dire qui peuvent tout à fait être traitées en, allez, je vais dire ça à peu près, mais en l'espace de 3 à 4 heures, entre 3 et 4 heures, par exemple, là, pour les unités courtes, ça me paraît tout à fait faisable. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée du temps qu'on peut consacrer sur certaines séquences. Mais je ne voudrais pas que ça devienne parole d'évangile, hein, c'est un cadre. Oui, tout à fait. Il faut prendre ça de façon mesurée, on va dire.
Très bien. Je pense qu'on va poser une dernière question, mais c'est vraiment une question, on va dire, pour, j'allais dire, rassurer un petit peu, parce que c'est une question qui est revenue déjà depuis l'année dernière. Et voilà, pour bien mettre au clair, j'allais dire une bonne fois pour toutes, il y a beaucoup de professeurs l'année dernière qui ont reçu énormément de spécimens, hein, donc peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de bien feuilleter. Beaucoup pensent que parce que notre collection s'appelle Blockbuster, on doit trouver que du travail à partir de vidéos. Alors, est-ce que vous pouvez clarifier ce point, Monsieur Frédéric Chotard, pour que ce soit… Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Bah, bon, il suffit de feuilleter le manuel pour avoir la réponse à cette question, hein. tout à… Non, mais à la fois, je crois qu'il faut qu'on assume aussi les choix qu'on a faits. C'est-à-dire, on a fait un choix résolu de mettre l'oral en avant. Ça, c'est vrai. On n'abandonne pas du tout l'écrit. Simplement, on donne à l'écrit la place qui lui est attribuée, c'est-à-dire ben, un cinquième, ou plus exactement 2/5 d'ailleurs, des activités langagières qui sont à travailler. Sur les 5 activités langagières qui sont à travailler chaque année avec les élèves et qui vont être évaluées pour le bac, eh bien, il y en a 2 seulement qui sont dédiées à l'écrit, expression écrite, compréhension écrite. Le reste, c'est de l'interaction orale, de la production orale en continu et de la production et de la compréhension orale. Partant de ce principe, partant aussi partant des besoins des professeurs et des élèves, nous avons beaucoup d'activités qui sont orientées autour de l'oral. Maintenant, Blockbuster, c'est un fil rouge, enfin le titre lui-même, c'est un fil rouge. C'est une identité aussi. Nous avons beaucoup tenu à cette identité-là, pardon, parce que ça nous paraissait aussi un point d'entrée intéressant, attirant, plutôt plus motivant pour les élèves que de voir un manuel un peu sans âme, avec un titre qui finalement ne reflète pas particulièrement le contenu. Ici, le titre reflète le contenu. Chacune des unités part sur le thème du cinéma, ou on va dire de la vidéo, ça peut être le documentaire, la série télé, le film classique, mais voilà, c'est un fil rouge, ça ne veut pas dire que tout se raccroche à ce fil rouge en permanence, et bien entendu, on ne passe pas notre temps à mettre les élèves dans des salles de cinéma, même si ça pourrait peut-être être intéressant, mais enfin, ça n'a pas été notre propos. Voilà, donc j'espère vous avoir rassuré, tout en vous confirmant qu'effectivement, l'entrée audiovisuelle et plus largement l'entrée orale est importante dans Blockbuster. Je ne vais pas vous dire le contraire, c'est complètement assumé. Très bien, merci Frédéric pour toutes ces explications, éclaircissements. C'était très appréciable et je pense que les professeurs donc seront tout à fait rassurés et ravis d'avoir eu toutes ces informations. Ok, alors nous allons conclure hein, puisque ce webinaire arrive à sa fin. Nous avons d'ailleurs dépassé un tout petit peu, mais je pense que ça valait le coup. Juste un petit point par rapport à nos offres. Si vous devenez adoptant, donc sachez que mon collègue mettra sur le chat le lien vers notre site pour justement avoir toutes les informations concernant les offres adoptants. Entre autres, le fait de pouvoir bénéficier d'une clé USB contenant tous les audios, vidéos offertes, une par établissement, le fait d'avoir aussi une licence enseignant offerte. Voilà, vous aurez toutes les infos. Et aussi, donc, ce webinaire sera en replay sur Espace Langue et sur YouTube. Vous le retrouverez. Et je pense que, voilà, nous allons conclure. Je vais conclure sur un petit mot d'abord, parce que j'ai vu qu'une question venait juste d'apparaître pendant que vous étiez en train de parler, Virginie, oui. sur la nécessité ou non de travailler les 5 activités langagières dans chaque unité. Alors, ma réponse de l'IAIPR, c'est non, on n'est pas obligé, on n'est pas tenu de travailler les 5 activités langagières tout le temps. En revanche, c'est intéressant quand même d'éviter d'oublier complètement l'oral pendant trop longtemps ou d'oublier complètement l'écrit pendant trop longtemps. Enfin voilà, c'est bien de maintenir quand même des élèves sous une logique de pratique régulière de toutes ces activités langagières. Ce qui est vrai, c'est que, et là maintenant c'est une réponse plutôt de directeur de collection, c'est que dans Blockbuster, nous, on propose un accès à toutes les activités langagières dans toutes nos unités. Ça, c'est vrai. Il y a toujours de la lecture, il y a toujours de l'écoute, il y a toujours des activités d'écriture, etc. Mais nous choisissons aussi un axe principal. Si nous avons décidé, par exemple, que la tâche finale allait être une tâche finale d'expression écrite, eh bien, il y aura davantage d'entraînement et davantage de focalisation sur l'expression écrite pendant l'unité, puisque tout simplement, il nous semble logique et souhaitable d'entraîner les élèves à ce sur quoi ils vont être évalués. Voilà, donc j'espère avoir répondu à cette question qui me semble légitime. Voilà, et quant à un mot de la fin, écoutez, il me reste aussi à vous remercier d'avoir été présent à cette présentation. Elle est forcément très très brève et ne fait finalement qu'effleurer beaucoup de points de détail sur lesquels on a travaillé dans Blockbuster. Ce n'est pas grave, c'est le jeu.
Merci pour votre participation. Merci aussi aux collègues délégués pédagogiques d'avoir participé et d'avoir organisé, bien sûr. Et surtout, je dis ça aux professeurs qui réfléchissent à l'adoption de telle ou telle méthode. Regardez bien le détail de la façon dont sont formulées les activités. Regardez bien aussi comment fonctionnent les livres pédagogiques, ceux qui accompagnent. Et puis voilà, tous les supports numériques qui sont proposés à côté. C'est des choses qui sont vraiment très, très importantes. Et n'hésitez pas à revenir vers les délégués pédagogiques pour toutes Tout à fait. Ils vous répondront avec plaisir. Exactement, hein, comme le souligne Frédéric, hein, nous pouvons tout à fait organiser des présentations virtuelles en ce moment. Mon collègue d'ailleurs vous mettra peut-être le lien. Vous pouvez réserver sur un calendrier en ligne à l'heure, au jour de votre choix, même à plusieurs, entre plusieurs professeurs, toute une équipe. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi-même ou avec mon collègue Joanne Vigneault. Très bien, merci encore à tous. Merci à vous, Frédéric Chotard. Et puis, eh bien, à une prochaine. Et bon après-midi. Au revoir. À bientôt. Bonne continuation à tous et bon courage pour la reprise en lycée pour tous ceux qui reprennent. Au revoir.